Cube Radio. On les critique, on les juge, on dissèque leurs faits et gestes. Mais qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens? Loin du débat partisan, au-dessus de la mêlée, je vous offre de les découvrir pour essayer de les comprendre. Emmanuel présente Catherine Dorion. OK, on dit vraiment ça souvent en politique, puis je trouve ça plate parce que c'est devenu que ça a l'air quétaine, mais je vous jure que c'est vrai. C'est pas moi qui a gagné dans Tachereau, c'est nous autres, c'est tout le monde qui est ici, c'est tout le monde dans Tachereau. Comment oublier la scène, hein? Cette soirée spectaculaire pour Québec solidaire. Comment oublier la tuque et le T-shirt au flamant rose de Catherine Dorion le soir de sa victoire dans Tachereau à Québec. C'était la 3e fois qu'elle tentait sa chance. On peut dire que sa victoire, c'est le fruit d'un ras-le-bol face aux politiciens traditionnels, mais aussi d'un mariage stratégique qu'elle a contribué à orchestrer entre Option nationale et Québec solidaire. C'est extraordinaire pour moi, c'est une page d'histoire. On vient de créer un rassemblement d'indépendantistes parlables, capables de se parler. Catherine Dorion dérange. Elle bouscule. Et elle n'a pas la langue dans sa poche. Imaginez Félix Leclerc avec des milliers de voitures de plus chaque matin. Dans le fond, une nouvelle autoroute, c'est un peu comme une ligne de coke. Le monde se dit « Ah tiens, je vais prendre ça, je vais être moins sous, je vais avoir de l'énergie. » Sauf qu'une heure après, qu'est-ce qui arrive? Il faut une autre ligne de coke. Et surtout, elle réfléchit depuis longtemps. Le Conservatoire d'art dramatique a animé sa passion pour le théâtre. Et après, elle a fait des études en relations internationales, puis une maîtrise au King's College à Londres. Je parle aussi espagnol, je parle un peu le russe. Je veux dire que ça aiguise la réflexion. Donc je ne suis pas refermée sur moi-même, comme disent tant de gens des séparatistes. Elle est l'incarnation moderne d'un phénomène d'une autre époque, l'artiste engagé. Cette mère de 2 enfants défend même l'amour libre. Et elle s'amuse à confronter les radios poubelles de Québec et bafouer les conventions. Que c'est une tacticienne hors pair ou la provocatrice de l'heure? Et surtout, est-ce qu'elle va être capable de réconcilier ses idéaux avec les compromis de la vie politique? Parce que c'est le système au complet qui nous oppose une fin de non-recevoir. Le défi est énorme pour celle qu'on sent vraiment plus à l'aise à faire un discours sur une boîte en bois dans les plaines d'Abraham qu'au Salon. C'est cette religion-là qui nous est tellement envoyée fort qu'on y adhère tout le monde sans même la remettre en question. On n'ose même pas se poser la question tout haut. Pourquoi tu me parles d'économie quand il n'y a absolument rien d'économe dans ce que tu fais? Pourquoi tu me parles d'économie pour prendre toutes nos ressources maintenant pour qu'on puisse plus rien avoir dans 50, dans 100 ans quand nos enfants vont avoir notre âge? Je l'ai rencontré dans son bureau de l'Assemblée nationale, ou plutôt là, sa mansarde au 3e étage. Un espace de travail aussi aseptisé que la jeune députée est colorée. Je vous présente Catherine Dorion. Catherine Dorion, bonjour. Merci Allô. de vous prêter à l'exercice. Ça me fait vraiment cette plaisir. entrevue. Est-ce que vous êtes aussi intense dans la vie privée que l'image que les gens ont de vous? Je pense que oui. Oui? Ouais. Vous êtes pas reposante? Non, faut que les gens me reposent pour vrai. J'ai besoin de gens reposants autour de moi. C'est ce qui se passe. Êtes-vous confortable ici? Peut-être pas encore. Il va falloir que je fasse mes aises. C'est intimidant, pourquoi? Ben, les plafonds sont hauts, c'est écho un peu. C'est l'Assemblée nationale. C'est pas. C'est un lieu qui. Ça ressemble à une église un peu. Tu sais, on sent le poids des normes, de l'ancienneté, de la rigidité. Ça prend un peu de temps avant de se déployer là-dedans, mettons, avec toute son imagination et sa liberté. Est-ce que c'est aussi intimidant que vous l'aviez imaginé? C'est comment, là, ça fait, vous êtes présenté 3 fois pour être député, là, vous êtes élu, puis là, vous arrivez, là. Non, c'est mais ce que vous aviez imaginé? Oui, c'est ce que j'avais imaginé, puis c'est vraiment les lieux qui m'intimident. Quand je dis que ça m'intimide, l'institution m'intimide pas. Tu sais, pour moi les institutions, j'ai jamais trippé là-dessus, puis je trouve que c'est les humains qui sont dedans, puis ce qu'ils font qui fait que c'est respectable ou non. Tu sais, fait que il y a des choses qui sont impressionnantes, qui sont belles, qui se passent ici, puis il y a des choses qui sont vraiment pas impressionnantes, qui sont vraiment ordinaires, qui se passent ici aussi. Puis
Donc moi j'y vais vraiment d'après l'expérience, tu sais, qu'est-ce que je veux, je viens tout juste d'arriver, fait qu'est-ce que je vais vivre, sentir, penser en étant ici, c'est à venir là. Avez-vous peur que cette institution vous transforme? J'avais vraiment peur tout le long de l'élection, puis ça fait depuis janvier que moi je suis dans la politique à temps plein là, vraiment plein, puis c'était ma principale crainte. Puis après l'espèce de tourbillon médiatique qui a accompagné, disons, mon entrée en poste, et bon, bref, j'ai vécu ce que ça pouvait être, que d'être comme intimidé entre guillemets par la réalité d'être une députée, de la réaction que les gens ont à ça. Puis je réalise que je suis plus solide peut-être que je pensais à ça. Puis je me sens aussi vraiment liée aux gens avec qui j'ai fait la campagne, aux gens avec qui je lutte pour plusieurs choses depuis plusieurs années. Puis même ça me rapproche de ces gens-là, fait que je sens que j'ai comme une espèce de rempart qui est constitué de gens, de citoyens, de gens qui luttent sur le terrain, d'amis, puis ça me rassure beaucoup, tu sais, je suis pas toute seule perdue dans une mer de gens qui pensent complètement différemment de moi, tu sais. J'ai tout mon crew là, comme on dit dans le rap. Ça a été difficile, ces controverses-là, sur la tuque, le troisième lien, puis la coke, et tout ça, ouais. L'auto. Ouais. Ça a été vraiment intéressant. Intéressant. Ouais, je suis une fille d'expérience là, tu sais, longtemps moi j'ai étudié, ma maîtrise c'était en études de la guerre, c'est pas pour rien, c'est parce que je voulais aller travailler dans les extrêmes de l'humain, tu sais, là où les choses les plus extrêmes se passent. Puis dans ma vie personnelle, j'ai un petit côté comme ça aussi, aux grandes dames de certains de mes amants. Mais c'est ça, tu sais, j'aime ça, puis je suis curieuse de ça, puis j'aime rechercher là-dedans. Fait que là, je suis arrivée dans un lieu, mettons, où je provoque beaucoup de réactions. J'aurais pas cru que ça provoquerait autant de réactions. Puis où je suis vraiment dans l'expérience. Je suis plongée dans réagir à des attaques, me défendre avec des gens, voir comment ça réagit, finalement gagner des batailles. Tu sais. Puis ça, c'est énormément d'émotions. Je suis déstabilisée, je me réstabilise. Je sens que je me fais des muscles aussi. Je deviens plus forte à mesure. Puis tout ça, c'est pas de la pensée, c'est pas de l'idéologie, c'est pas des théories politiques, tu sais. C'est la politique qui te passe à travers le corps parce que tu ressens des émotions, parce que tu vraiment t'es dans une forme de lutte psychologique, tu sais, mais qui est réelle, qui a un impact sur toi, qui te transforme. Puis au théâtre, moi je viens du théâtre, on dit une scène intéressante au théâtre. Ou une pièce intéressante, pour une pièce de théâtre qui vaut quelque chose, faut que les personnages soient transformés entre le début puis la fin. Ça peut pas juste être le quotidien puis il se passe rien, tu sais. Faut qu'il y ait quelque chose qui arrive aux personnages qui transforme les personnages pour toujours. Puis là puis la vie c'est comme ça. Mais moi j'aime ça quand c'est intense. Fait que là de vivre ça, je trouve ça très intéressant parce que je pense que ça m'en apprend plus sur la politique que 10 des livres qui sont sur ma table de chevet, tu sais. Les gens ont une image de vous comme étant une militante idéologique, dogmatique, de gauche, etc. Puis finalement, vous êtes plus dans l'émotion, c'est ça que vous me dites? Ben, la raison, tu sais, on peut dire, moi, je suis aucunement dogmatique. Pour de vrai, ceux qui me connaissent, je suis la fille la moins dogmatique du monde, là, tu sais. Moi, j'y vais, je suis sensible, j'aime les humains, j'aime me laisser toucher. Puis les idées politiques que j'ai sont un peu rebelles. Ben sont rebelles dans le système dans lequel on vit, tu sais. Je suis pour l'égalité, je suis pour prendre soin de l'environnement, on sait quelles sont les idées de Québec solidaire, mais moi ces idées-là, je les ai adoptées parce que c'est ce que mon senti m'a appris au fil des années, tu sais. Moi je suis touchée par les gens qui donnent, par les gens qui s'arrêtent, qui sortent de la course folle de toujours juste être, tu sais, travailler, puis essayer de performer puis être meilleur que l'autre à côté. Ça, je trouve ça immensément triste quand je vois ça. Puis quand je vois quelqu'un sortir de ce rythme-là pour faire un acte de générosité, ça me touche profondément, là. Tu sais, c'est pas une idée dans ma tête, là. C'est quelque chose qui me des fois souvent, moi, je suis quelqu'un de très sensible. Dans la rue, je vois des moments, j'ai les larmes aux yeux parce que je trouve ça beau. Puis quand je suis touchée par ces choses-là, puis je vois bien autour de moi que d'autres gens sont touchés par ça, que je suis pas extraterrestre, tu sais, on est humain puis ça nous touche. Puis je me dis, moi je voudrais que la vie soit constituée de plus de ces moments-là, puis de moins des moments qui nous éloignent de nous-mêmes, qui nous éloignent de notre senti, du sens de la vie, tu sais. Puis quand je pousse cette réflexion-là plus loin puis que je l'amène dans une réflexion politique, ça donne quelque chose comme la lutte dans laquelle je m'engage avec Québec solidaire. Étiez-vous rebelle quand vous étiez petite?
Non, j'étais un peu rejet à l'école. Au primaire, j'étais vraiment rejet. Ben, pas vraiment, mais j'étais d'un rejet, tu sais. Mettons, j'étais pas d'un pire rejet, mais j'étais d'un rejet. Jusqu'en secondaire 4, où là, j'ai commencé à faire du théâtre, j'étais un peu... Bonne demi-heure encore. Mais je vais recommencer où j'étais. Non, mais ça, c'était le boss qui était à la porte. Oui, c'est Gabriel. C'est comment d'être dans une structure? C'est correct. Moi, j'ai pas trop de problème à dealer avec les structures tant qu'on me demande pas de faire des choses qui vont contre ça en quoi je crois, tu sais, puis ça arrivera pas avec Solidaire. Donc, pas rebelle, mais rejet quand vous étiez petite. C'était difficile? Donc, non, mais c'est ça, j'étais pas... comme tout le monde qui s'est fait un peu écœurer à l'école, là, tu sais, mais je pense que j'étais déjà un peu bizarre, là, tu sais, mais j'ai... Bizarre? Ben, tu sais, j'ai jamais senti que j'étais la normalité, là, tu sais, mais je me plains pas, là, je suis pas une victime. Non, mais vous le savez depuis toujours que vous êtes différente, que vous êtes pas dans le schème des autres, etc. Je le savais pas enfant. Non, je le savais pas enfant. Je comprenais pas pourquoi j'étais pas amie avec les autres, tu sais, je comprenais pas pourquoi, mais je savais que je savais que eux autres me trouvaient bizarre, mais je savais pas pourquoi, là, tu sais, j'ai jamais... Mais après, avec un peu de recul, tu sais, en grandissant, j'ai bien vu, là, je suis rebelle face à ce qu'on veut nous forcer. Tu sais, on a une culture dominante. Puis là, tu sais, souvent on parle de la culture québécoise, puis on va dire la culture québécoise, puis là on va penser à des 7 carrés, puis on va penser à je sais pas quoi. Mais c'est pas ça. En ce moment, la culture québécoise, dans les dernières décennies, elle a été fortement transformée par une culture qui est disons la culture dominante, qui est pas mal partout en Occident, puis qui donne un peu des ordres. Tu sais, dans le fond, tu t'es pas obligé de le faire, personne va te mettre en prison, mais si t'es pas dans l'idée de performance, puis d'avoir une job qui rapporte pas mal, puis de bien, tu sais, le chemin est clair, là, tu sais, après ça, faut que t'achètes de l'immobilier, puis là, après ça, puis là, tu sais, il y a comme plusieurs étapes qu'il faut... Vers le succès. C'est ça, qu'on nous incite fortement à suivre. Puis là, c'est psychologique, c'est assez sournois. Depuis qu'on est tout petit, c'est ça, les étapes qu'on nous dit, ben vas-y, va par là. Puis moi, à un moment donné, il y a quelque chose en moi qui fait comme, mais j'ai pas le goût, ça me tente pas. Est-ce que vos parents, ils vous poussaient vers ça? Mon père était un peu, faut que tu sois bonne à l'école, puis faut que mais il était tellement original qu'il y avait d'autres choses aussi qui compensaient pour ça. Mais c'est ma mère qui était, qui elle, il est pas question qu'on lui dise quoi faire si ça il tente pas. Puis elle, c'était surtout dans son rapport avec les hommes, mais elle était très, puis elle m'a transmis ça vraiment fortement. Elle faisait quoi elle comme travail? Elle était sténographe. Okay. Bon, elle travaillait en cours, mais pour une femme de son époque, tu sais, elle est née en 1942, elle a très vite dit, je suis pas obligée de faire ce que tu veux que je fasse. Elle, c'était surtout dans son rapport aux hommes, puis même ça venait la chercher, là, ça la choquait. Là. Non, plus t'insistes, plus tu me manipules, plus tu me mets de la pression, plus j'ai envie de t'envoyer promener puis de te mettre dehors, tu sais. Puis ça, j'ai vu ça, puis ma mère m'a accompagnée dans mes premières relations amoureuses aussi, parce qu'on sait que des fois, il y a des gars qui vont te faire sentir mal parce que, tu sais, ils vont te traiter d'égoïste parce que tu fais pas ce que eux veulent que tu fasses, tu sais. C'est comme l'égoïsme. Oui, ça arrive, tu sais. Fait qu'elle m'accompagnait là-dedans, elle disait non, reste droite, tout ça. Puis j'ai comme étendu ce trait de personnalité-là à finalement à la vie en général. Moi, là, il nous reste quelques décennies avant de mourir, puis c'est fini. On a des choses qui sont très précieuses autour de nous. Et à cause de cette culture dominante-là qui nous stresse, qui nous pousse dans le dos, puis qui dit qu'on faut jamais arrêter, puis qui nous met dans une espèce de workaholisme collectif de fou, ben, les belles choses qui valent la peine, puis auxquelles on va penser sur notre lit de mort, ben, on n'en profite pas, on s'arrête pas dessus, on les ressent pas jusqu'au fond, on prend pas le temps, tu sais. Puis la vie continue à passer, puis je me dis, c'est ça que je veux transmettre à mes enfants, je veux qu'ils vivent comme ça, tu sais. Mais c'est tough de vivre avec vous êtes comme c'est comme sacré, votre liberté, c'est difficile de vivre comme ça, non? Ben, c'est pour ça qu'on cherche des communautés de gens qui veulent la même chose que nous, puis c'est pour ça qu'on fait de la politique. Parce que tout seul, c'est difficile, c'est trop difficile. Puis je me dis, ça marchera pas, puis on va, tout seul, ça sert à quoi, moi, que je ralentisse le tempo, que je travaille moins, que je vive une vie plus simple? Si tout le monde est toujours en train de travailler, je vais être tout seul, tu sais, avec qui je vais pouvoir créer de la culture, puis célébrer cette culture-là, si je suis tout seul dans mon salon, tu sais, ça a pas de bon sens. Fait que, c'est toute l'essence de la lutte politique à travers les époques, ça a été ça, là. On rêve d'un autre monde, mais je peux pas le créer à moi tout seul. J'ai besoin des autres.
Puis c'est très beau. Moi, j'adore ce moment-là de vulnérabilité. On dit, j'ai besoin des autres, je peux pas faire ça tout seul. Puis surtout dans notre, encore une fois, culture dominante qui dit, t'es capable tout seul, fais tout ça tout seul, puis tu peux te débrouiller, puis tu peux faire tout ce que tu veux. Puis c'est pas vrai. On est des humains, on est des animaux sociaux, puis on a besoin les uns des autres. Puis juste être capable d'accomplir un tout petit quelque chose ensemble, comme une campagne électorale victorieuse au centre-ville de Québec. Tu sais, personne n'aurait pu croire. En tout cas, c'était une surprise pour nous et pour beaucoup de monde qu'on réussisse une campagne d'une telle intensité émotive. C'était vraiment beau. Déjà ça, savoir qu'on n'aurait pas pu le faire tout seul, puis que c'est ensemble qu'on a réussi ça, c'est vraiment touchant. Là. Tu sais, ça transforme aussi, là, vraiment. Vous avez écrit un essai qui s'appelle « Les luttes fécondes » sur le désir en amour et en politique. C'est quoi le lien entre les deux? En fait, il y a... tu sais, je dis qu'il y a des cultures dominantes il y a une culture dominante qui nous dit tu dois agir comme ça, puis c'est difficile d'imaginer en dehors de ça. Ben, en amour, c'est pareil. On va dire, tu rencontres quelqu'un, t'as un désir sexuel pour cette personne, tu y repenses encore le lendemain, puis 3 jours après, t'es en amour, tu dois former un couple avec cette personne-là. Après ça, quand vous êtes en couple, vous devez agir de telle façon, puis bon, jusqu'à ce que ça pète. Puis en politique, c'est la même chose. Tu as des idées politiques, tu dois t'organiser de telle manière, tu dois aller à l'Assemblée nationale, tu dois... puis là, c'est tout organisé, tu sais, c'est comme tout le chemin est tout tapé, puis il y a pas de place pour... Ben, il y a de la place, mais il faut la faire, tu sais, pour créer en dehors du cadre. Puis le désir, pour moi, c'est une notion, c'est quelque chose qui existe quand c'est pas encadré. Quand tu l'encadres, il s'en va ailleurs. Puis il te reste le cadre. Souvent, le couple, ça peut faire ça après plusieurs années. Les couples, tu sais, il y en a qui sont des exemples extraordinaires puis qui durent pour 50 ans, mais souvent, t'as le couple, t'as l'amour, le désir. Le couple vient encadrer ça, le désir s'en va, le couple reste 4, 5, 6 ans. C'est pas nécessairement désagréable, mais le désir, il renaît, mais en dehors. Puis là, t'es mal pris parce que le désir renaît en dehors du cadre que t'as créé pour lui. Puis là, tu sais plus quoi faire avec ça. Puis là, faut que tu fasses un choix. On fait quoi? Ben, ça dépend des situations. Vous faites quoi? Ben, le désir, c'est ma boussole, vraiment. Puis c'est pas un niaiseux le désir, c'est pas une poule pas de tête, tu sais. Le désir, c'est une intelligence qui vient du fond du corps, du fond du cœur, puis qui te dit, je sais que dans ta tête tu penses que c'est ça qu'il faut que tu fasses, mais je te le dis, c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est autre chose, c'est vers une autre direction qu'il faut que tu ailles. Puis c'est comme une boussole qui va te parler plusieurs fois, des fois pendant des années avant que tu l'écoutes, mais à un moment donné, si tu l'écoutes pas, elle te rend malade. Tu vas tomber malade, tu vas faire un burn-out, tu vas faire une dépression, tu vas avoir une grosse crise de couple, tu vas être pendant des mois, ça va mal aller. En politique, le lien à faire avec la politique, c'est que le désir, c'est la même chose, mais il est collectif. Puis quand on est trop juste pris dans les institutions, c'est pas mal, mais c'est supposé être l'outil du désir pour moi. Puis quand on est juste pris dans les institutions, puis qu'on oublie le désir collectif qu'on peut ressentir avec les autres si on le nourrit, il y a plus de direction, c'est pas là. Tu sais, je pense que la première chose, c'est de faire émerger le désir politique. Puis là, je parle vraiment dans la société, parmi les citoyens. Tu sais, faire vivre dans l'expérience, dans des moments réels, ce que ça peut être de faire un projet collectif à plusieurs. Tu sais, l'amour, c'est un projet collectif. Mettons, tomber passionnément amoureux, c'est un projet collectif à 2. Ben, tu peux faire un truc semblable à plusieurs. Là, je dis pas qu'on fait des orgies, là. Je vais pas jusque là. Mais je veux dire, quand des grands mouvements de société, comme ce qu'il y a eu pendant la Révolution tranquille, je demande aux gens qui l'ont vécu, comment c'était. Puis ils me parlent pas en termes de bien, nous avons passé telle loi et ensuite nous avons nationalisé l'électricité. C'est pas ça qu'ils disent. Je dis, c'était quoi la Révolution tranquille? Ils disent, puis là, ils viennent les yeux tout brillants puis ils disent, c'était l'horizon qui s'ouvrait, tout était possible, on avait le droit d'être ce qu'on voulait, c'était tous ceux qui nous tapaient dessus puis qui nous disaient les bigots, là, puis les curés qui disaient, faut que vous viviez de même, il y avait plus personne les écoutait, c'était la fête, on se libérait, tu sais. Ça ressemble à tomber en amour, ça. C'est c'est quelque chose qui se passe entre tout le monde qui dit, Colin, on a le goût d'être ensemble, puis on a le goût de créer nous-mêmes notre vie collective, pas de suivre des espèces de règles qui viennent on sait même plus où, puis qui sont plus connectées à nous, tu sais. Mais comment on fait pour être libre, puis pour être guidé par le désir quand on a des enfants? Parce que vous avez 2 enfants, c'est ça? Ouais. Ils sont tout petites, là. 4 puis 6, ouais. Ben là, c'est sûr que la vie n'est pas que désir, là. C'est moi, je me penche là-dessus parce que ça m'intéresse, mais je trouve que. Non, mais vous êtes une femme de conviction, là. On s'entend, là. Alors, tout s'inscrit dans un schéma. Je suis sûre que vous avez pensé, là. Vous avez vos filles, vous me dites que vous voyez des mamans dans la rue, ça vous fait. C'est quoi vos filles pour vous?
C'est sûr que les deux sont nés du désir, là. Je les ai pas planifiés. Je me suis dit, ça me tente, c'est momentanément, puis c'est arrivé, puis c'est avec 2 papas différents, dont un dont on n'a jamais été en couple ensemble, le deuxième, qui est un très bon ami à moi. On habite à une ruelle de distance, puis on a une belle vie, mais mes deux enfants, d'abord c'est un amour, tu sais, c'est des personnes avec qui je partage. On sait c'est quoi avoir des enfants là. Puis mais je trouve ça fascinant à quel point, tu sais, moi j'aime beaucoup me relier aux autres de façon horizontale. Qui sont les autres autour de moi? C'est qui? Comment on peut créer une vie plus agréable? Mais là, les enfants, c'est comme si ça te reliait de façon verticale. Je pense à ma mère, je pense à toutes les femmes qui ont été là avant elle. Je pense aux traits de personnalité que j'ai, qui m'ont été transmis, des femmes que je connais même pas, mon arrière-grand-mère peut-être, que tu sais, ont eu très fort, puis c'est arrivé jusqu'à moi. Puis là, moi, j'ai une chaîne à transmettre à 2 filles. Puis je choisis je travaille, c'est une forme de création, tu sais, je dis ça, je vais le transmettre absolument. Ça, je veux pas le transmettre. Ça non plus. Puis des fois, on n'est pas toujours capable de le transmettre pareil. Il y a des affaires qu'on fait comme tant pis, ça sera à elle de faire la job la prochaine génération, tu sais, mais c'est comme, puis je comprends, tout à coup, on dirait que ça m'ouvre l'esprit sur ce que disent les Autochtones quand ils disent on a tu sais, la culture, les ancêtres, tu sais, ils parlent beaucoup de ça, de cette chaîne-là qui a été fortement endommagée, puis qui veulent reconstruire, retransmettre, tu sais. On vit un peu une sorte de coupure aujourd'hui, nous aussi. On a comme relégué nos aînés dans des CHSLD, mais aussi dans des rôles où, tu sais, quel impact ça a sur notre psyché de voir juste des jeunes filles dans toutes les images, partout, genre. C'est juste des jeunes femmes. C'est ça le nouveau Jésus, là, tu sais, qu'on voit recopier partout, sur tous les écrans, sur tous les panneaux publicitaires. C'est comme si on avait invisibilisé les aînés, puis que sont pas vraiment ils peuvent rien faire vendre, ils sont pas adaptés de toute façon aujourd'hui. Non, puis nous ils comprennent pas Instagram, fait que ça a pas d'intérêt. Ils peuvent rien nous apprendre. C'est dramatique cette vision-là des choses qui est en train de pénétrer notre culture, puis je sais pas comment faire, mais c'est sûr que dans ma lutte, moi c'est beaucoup orienté autour de la culture aussi. Ma lutte pour la culture, c'est ça, c'est comment on fait pour ne pas se laisser déconnecter les uns des autres. On a besoin les uns des autres. C'est quoi une bonne mère pour vous? C'est... Ouf. Je le mettrais vraiment dans notre époque, mais c'est être capable de s'arrêter, là. Mais moi, c'est peut-être bien personnel parce que ça va trop vite, là. Comment vous faites? Je m'entraîne, puis je réussis vraiment pas tout le temps, là. Je m'entraîne en fait, je garde quand j'ai les enfants, je m'entraîne à ne rien me mettre, à mettre mon téléphone dans le tiroir, à m'arrêter, puis à essayer de leur dire oui le plus souvent possible. Tu sais, quand ils disent « Veux-tu faire un casse-tête? Veux-tu si ça me tente pas tout le temps, là. Vraiment pas. » Puis tu sais, genre, des fois, je fais comme « Ouais, mais si je commence, je suis dans un autre espace-temps, tu sais, je dis « OK, je vais le faire, tu sais. » Puis là, je le fais. Puis mon enfant est tellement contente quand je dis oui, tu sais, c'est tellement mieux que n'importe quel jouet, que n'importe quel trip au e-saute ou je sais pas où, tu sais, c'est ça qu'ils veulent, puis ça revient à ce que je disais sur la transmission, puis sur les aînés, tu sais, ils ont besoin, c'est comme si quasiment animalement, ils ont besoin qu'on leur transmette de la présence, des choses, une façon d'être. C'est l'animal en eux dit, maman, transmets-moi, qu'est-ce que tu choisis de me transmettre? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? La chose la plus importante? La connexion avec leurs émotions, puis la capacité de dire non. Il y a trop de le monde autour de nous est plein de sollicitations constantes qui veulent te détourner de toi-même, tu sais. Si on s'écoutait, si on se laissait aller, on serait toujours en train d'être dans des mini toxicomanies, mettons, tu sais, toujours pogné sur Facebook. Après ça, on boit avec nos amis. Après ça, c'est des moments qui sont pas désagréables, mais quand est-ce que tu t'arrêtes pour ressentir? Ces moments-là sont de plus en plus rares, tu sais, des moments où il y a pas quelque chose à faire, quelque chose à accomplir, quelque chose sur quoi se brancher, quelque chose sur, tu sais. Fait que puis la vie va de plus en plus vite, tu sais, c'est fou, c'est vraiment dur puis les émotions s'en vont. Moi, je l'ai appris en théâtre, je me rappelle, tu sais, les profs nous disaient au conservatoire, et quand ils voyaient qu'on était juste dans notre tête à être habile, tu sais, à avoir l'air naturel, mais à pas ressentir d'émotion, ils nous disaient arrête-toi, je ralentis une chose à la fois. Puis quand on les écoutait, ça arrivait, tu sais. Tout à coup. Ouais. Puis là, l'émotion arrivait, puis là, c'est l'émotion qui guidait la scène, puis là, la scène était super bien jouée, puis là, ton prof, il disait bravo, c'était bon, tu sais. Fait que
l'émotion, faut que tu laisses l'émotion venir pour être capable de savoir à veut te mener, puis il y a des belles choses là-dedans. Fait que vous avez fait le conservatoire, puis après ça, vous êtes allé en relations internationales, puis après ça, c'est un peu bizarre comme parcours. Pourquoi faire le théâtre avant, puis après ça, aller dans un truc quand même hyper académique, là, comme les relations internationales? Qu'est-ce que vous espériez tirer de ça? J'avais un préjugé dans ma tête que le théâtre, je pourrais jamais vraiment gagner ma vie avec ça, puis que c'était un peu une job de pauvre, puis que ça allait pas, ça marchait pas, ça. On pouvait pas juste faire du théâtre, là, ça marchait pas. Puis je me trompais parce que c'était vraiment une question de confiance, puis encore une fois, le chemin qu'on nous dit de suivre, fallait que j'aille des études, fallait que j'aille un moyen de faire de gagner sa vie. C'est ça, tu sais, fait que puis je voulais j'étais allée à Londres faire ma maîtrise parce que je voulais avoir sur mon CV une ligne intéressante, tu sais. Mais finalement, l'expérience aussi m'a transformée, tu sais, ça a été j'ai étudié pas mal à l'étranger, j'ai étudié au Chili, en Russie, à Londres, puis tu sais ça m'a vraiment apporté. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Une débrouillardise folle, là. Je veux dire, quand t'es en Russie puis que la personne au guichet refuse de te vendre un billet de train parce que tu parles pas parfaitement russe, tu sais, puis que t'es pas capable de décider là de choisir entre, mettons, classe économique ou classe, puis je comprenais pas, tu sais, mettons exemple, puis je disais je comprends pas, donnez-moi n'importe quel, puis là elle t'envoie promener, puis il y a une file de 30 personnes en arrière, puis la personne en arrière de toi te pousse, puis là faut que tu recommences la file, puis là t'es comme Colin, ça c'est des situations où genre t'es complètement vulnérable, tu connais pas les codes, t'as l'air nounoun, puis t'es obligé de mettre ton pied à terre puis dire je veux un billet de train, il va falloir que je le refasse puis je vais réussir, puis ça c'est dans toutes sortes de tu sais, je partais des mois tout seul, tu sais, où j'étudiais, j'étais des moments gênants, des affaires, toutes sortes de situations où j'avais pas confiance en moi. Tu te mets dans un environnement où t'es complètement désorienté parce que tu connais pas les codes, ben c'est parfait pour entraîner la confiance parce que là t'es obligé de réagir on the spot puis fait que ça a été un entraînement, puis j'étais jeune, j'avais dans la vingtaine, puis ça m'a formé, vraiment. 30 pays vous avez visité dans le monde? À peu près, ouais. Lequel vous a le plus touché? Je pense que c'est la Bosnie. Ah oui? Ouais, parce que j'étais déjà allée en Turquie, puis j'avais c'est beau, hein? Oui, la Turquie c'est magnifique, puis j'avais vraiment remarqué que les Turcs en fait étaient extrêmement accueillants. Tu sais, nous au Québec, on est très accueillants, on est gentils envers l'étranger, on veut qu'il y ait une bonne opinion de nous. Puis en voyage, c'est vraiment pas toujours c'est vraiment pas toujours tu sais, en France, en Russie, aux États-Unis, ils sont tellement habitués d'être the king, c'est des sociétés, c'est un peu des pays qui ont une histoire impérialiste. Ils comprennent très bien que tu veuilles venir voir leur pays, puis ils te trouvent pas hot pantoute, puis tout le monde veut aller les voir, puis tu sais, il y a pas tant que ça de mais des petits pays qui ont eu des histoires un peu comme le Québec, plus troubles, plus dominés, tu sais, ben ça, il y a quelque chose de très très ouvert, puis de très, ils se prennent pas pour le bout de la marde, tu sais, sont comme fait que il y a quelque chose que j'avais trouvé très beau en Turquie. Puis quand je suis arrivée en Bosnie, moi, je suis fascinée par l'histoire de la chute du communisme, comment ça s'est passé, puis tout ça. Bon, en Bosnie, ça a été dramatique, il y a eu une grosse guerre, tout ça, là. Après, quand Tito est mort. Mais puis là, je voyais comme trois communautés, la catholique, l'orthodoxe, puis la musulmane, essayer de se ramancher une vie, tu sais, puis avec des traces de la guerre un peu partout, puis vraiment des personnalités différentes d'une communauté à l'autre. Puis je retrouvais chez la communauté musulmane le même effort pour accueillir l'étranger, la même curiosité que j'avais vue en Turquie. Puis ce qui est quand même Sarajevo, c'est pas mal le centre, tu sais, de cette communauté là. Puis c'était vraiment beau. Il y avait quelque chose là-dedans d'un peuple qui se relève puis qui essaye de se ramancher avec des personnalités différentes, puis une ville super belle et accueillante. Est-ce qu'il y a quelque chose d'universel dans la culture? Vous qui êtes intéressé par ça, qui a voyagé partout dans le monde, qui réfléchissez beaucoup, est-ce qu'il y a quelque chose d'universel à la culture? Ben oui, c'est pas. En fait, ce que j'aime de la culture. De manière non intellectuelle, là. Ouais, la culture, c'est c'est comme la somme des façons qu'on a d'être ensemble puis de partager. Puis ça, tous les humains le font depuis toujours. On a toujours créé de la culture. C'est comme la somme des insights qu'on développe puis des façons de faire. Si on était pris sur une île déserte, nous, ben à un moment donné, on serait tanné de juste jaser, tu sais. On se mettrait à essayer de faire d'autres choses, on se mettrait à fabriquer de l'art, à faire de la musique, à se raconter des histoires, à danser, on ferait toutes ces choses-là qui ont toujours fait partie de tous les groupes humains, tu sais, ça a toujours été c'est toutes les façons de s'exprimer de l'humain collectivement qui deviennent une espèce de terre pour la culture, puis
ce qui est beau, c'est que c'est différent selon chaque groupe humain. Tu sais, chaque culture a sa personnalité puis ses façons de faire, puis ses danses. Au Québec, puis c'est quoi maintenant? Mais au Québec, et puis c'est pour ça aussi que je suis en politique puis que je milite. Puis je sais que la culture fait jamais partie du discours politique parce qu'on comprend même pas c'est quoi, tu sais. En politique, on pense que la culture, c'est des spectacles. C'est pas ça. C'est cool des spectacles, puis j'en fais des spectacles, puis j'adore les spectacles, mais la culture, c'est pas aller s'asseoir devant un spectacle de danse. C'est pas juste ça, en tout cas. C'est danser ensemble. Mais là, on est rendu par rapport à l'art et à la culture dans le même rapport que pour tout le reste de notre vie. On est devenus des consommateurs ou des producteurs. Mais l'art, c'est un truc gratuit qui se passe pour rien entre nous, puis qui fait que la vie devient bonne, tu sais, je veux dire, c'est puis le fun. Mais comment on adapte ça à la vraie vie, là? Je sais, mais en fait, la vie, mais c'est pas révolutionnaire, ça existait. On regarde un film de Pierre Perrault, puis c'est dans toutes les images, tu sais. Les gens qui dansent sur de la musique qui est jouée par leurs voisins, qui sont tous dans la même salle, puis en quelques décennies, on a perdu énormément. Puis je dis pas qu'il faut retourner danser le 7 carré puis jouer des rigodons, là. Mais les lieux où la culture se déploie sont devenus quasiment des lieux de résistance tellement l'époque de productivisme puis de consommation est en train de marquer toutes nos façons d'être, toutes nos façons de vivre. Comment on sort des gens comme moi, par exemple, tu sais, qui consomment de la culture et qui ne la créent pas, de notre schème? Ben moi, je pense que les humains créent de la culture spontanément parce que c'est en nous dès qu'on a le temps. Puis c'est là la grosse attaque de notre époque, c'est une attaque sur le temps. Le temps est devenu une source d'argent qui doit absolument être rentabilisée. Puis c'est l'obsession de la rentabilité qui est dans toutes les choses de la vie. C'est économique, c'est politique, ça. C'est pas nous qui avons décidé qu'on vivrait comme ça, là. C'est un système politique, économique qui nous a été imposé. Puis donc, le temps est devenu une denrée tellement rare. Puis la culture se crée quand une gang de monde qui s'aime passe des heures ensemble avec aucun but. Quand est-ce que ça arrive, ça, dans nos vies? Ça arrive plus, quasiment. C'est très rare. Vous créez, vous, comme ça? Les moyens que j'ai trouvé de le faire, c'est d'en faire mon métier, tu sais. Je me suis dit, bon, ben, si au moins c'est ma job, je vais arrêter de me faire, tu sais, je veux dire, je vais pouvoir avoir des heures et des heures avec des amis, on va créer quelque chose, mais ça reste dans un but de faire un spectacle qui va marcher, etc. Puis, tu sais, je fais des efforts, mettons, je mets de la musique, puis à chaque semaine, j'essaie que 1 ou 2 fois avec les enfants, on danse dans le salon, tu sais, ou que j'y arrive pas tout le temps. Ah oui, c'est le fun, ça. Puis, tu sais, je vois souvent, tu sais, on est dans une espèce d'événement dehors, il y a des gens qui jouent de la musique, mettons, un truc, là, commandité, là, où il y a une fête, là, pour les citoyens, puis là, genre, je vois tous les parents qui disent à leurs enfants, danse, danse. Puis là, les enfants sont un peu mal, genre, pourquoi je danserais, maman, genre, personne danse. Je vois pas d'adultes danser. Jamais. Tu sais, des fois, on regarde des vidéos au Brésil ou je sais pas où dans d'autres pays, là, tu sais, la communauté on fait danser danse. nos enfants, puis nous, on reste en arrière. C'est ça, tu sais, c'est une affaire pour les enfants danser. C'est comme le dessin, c'est comme chanter des chansons, c'est comme pourquoi l'art, c'est juste pour les enfants, puis après 8 ans, genre, c'est fini pour toujours, ça a pas de bon sens, là. Mais je sais que j'ai l'air d'un extraterrestre en ce moment parce que ce discours-là existe pas tant, mais comme j'y tiens vraiment beaucoup, puis comme je suis persuadée que ça fait partie du bonheur, puis que ça nous rend malade de plus avoir ça dans nos vies, qu'on psychologiquement, on souffre de ça sans trop savoir, ben, je vais faire ce que je peux pour lutter pour ça. L'art, c'est la lecture aussi. Oui, l'écriture. Vous aimez mieux lire ou écrire? Les deux. Quand je lis beaucoup, j'écris plus. Ah oui? Ouais. Vous avez jamais remarqué ça? Ça fait souvent ça. Je dis ça des fois à des amis, puis ils disent « Hey, t'as raison, j'ai remarqué ça. » Plus on lit, plus on écrit. Qu'est-ce qui est plus difficile? Lire. Ah! Ben oui. Voyons donc. moi, je trouve qu'écrire, c'est plus difficile. Vrai? Oui, parce qu'il y a comme une mise à nu dans... Tu sais, moi, je lis, c'est mon refuge, c'est mon repère, c'est ma petite bulle juste à moi. Oui, c'est vrai que c'est avec ça. un livre, ouais. c'est intime, c'est privé, alors que dans le fait d'écrire, il y a une mise à nu. Tu te révèles et tu t'exposes au jugement des autres. Ben quand t'écris, t'es pas obligé de le montrer après, là. Ouais, c'est vrai. Moi, j'écris pour publier. Ouais, c'est ça. Écris un journal, c'est tellement le fun. T'écris justement ce que tu publierais. Ben, excuse, je dis vous êtes toute seule avec vous-même, tu sais. Puis c'est gênant, c'est pas gênant. Si c'est gênant face à vous-même, ça veut dire c'est bon, vous êtes sur la bonne voie. Oui, mais vous êtes en train de vous révéler à vous-même. Vous avez jamais comme écrit dans un journal, puis vous le relisez un mois plus tard, vous dites, mon Dieu, c'était nul, ça se peut pas. Oui, mais c'est pas grave parce que c'est un exercice de c'est gênant.
Ben, c'est intéressant. Si c'est gênant, ça veut dire qu'on est gêné face à soi-même, donc faut travailler là-dessus. Non, faut développer une c'est quoi le mot, là? Une espèce d'amitié envers soi-même, tu sais. Parce qu'on est dans notre tête, on est tout le temps en train de se juger puis se dire qu'on n'est pas correct. Mais tu sais, si une amie se promenait à côté de nous en nous disant ce qu'on se dit à nous-mêmes, genre, voyons, t'as mal l'air conne. Voyons, non, c'est bien là de ta jupe. Voyons, non, tu sais. On la flusherait, cette amie-là. Je veux dire, ça prendrait pas de temps qu'on voudrait plus qu'elle soit dans notre vie. Mais nous, on est comme ça avec nous-mêmes, tout le temps en train de se juger puis de se taper sa tête. Fait que, je trouve que le journal, c'est une bonne façon de faire, calme-toi, là, t'es juste un être humain, ça va bien, tu sais, tu fais de ton mieux, puis tu sais, ben oui, t'es pas parfaite, c'est pas grave, tu sais. C'est un entraînement à être comme... Alors, pourquoi lire, c'est plus difficile? Ben, il faut moi, j'ai un petit côté, ça va vraiment vite dans ma tête, là, j'ai de la misère fois. J'ai de la misère à m'arrêter, puis à suivre quelque chose, imaginer au Parlement. Mais genre, j'ai de la misère à suivre la pensée. Il faut que je me calme, c'est comme les 15 premières minutes de lecture, c'est un entraînement à me remettre sur le rythme de la lecture plutôt que mes 1000 pensées qui... Est-ce que des livres que vous avez relus, qui vous ont marqué, qui vous habitent là toujours? Ah oui, il y en a beaucoup. Mais un de ceux, c'est très classique, là, c'est Terre des hommes de Saint-Exupéry. Un livre vraiment humaniste où il dit la Terre nous en apprend plus que n'importe quel livre parce qu'elle nous résiste. C'est une des premières phrases du livre. Puis tu sais, il raconte comment lui, en tant qu'aviateur, qui s'est perdu dans le désert, un de ses amis qui s'est perdu dans les montagnes, tu sais, comment l'humain est vulnérable, comment il est beau dans sa vulnérabilité, puis comment il y a tellement d'amour pour l'humain dans ce livre-là, ça réconcilie. Vous vivez dans vos émotions, dans la générosité, dans tout ça. Est-ce que vous avez peur de vous perdre en politique? Non, j'ai pas peur de me perdre en politique. Je pense que c'est un endroit où on peut trouver des nécessaires camarades, là, tu sais. C'est fatigant d'être seul à résister face aux choses dans le monde qui nous plaisent pas, tu sais. C'est fatigant, puis ça fatigue tellement que ça crée beaucoup de cynisme. Les gens sont là, il y a rien à faire. C'est de la merde, on sera jamais capable. Les humains sont un cancer, tu sais, pour la planète. Puis tu sais, tu dis ben oui, je comprends que tu penses de même si tu penses que c'est tout seul que tu vas y arriver ou pas, tu sais. Mais il faut développer des liens, on n'a pas le choix, puis on est tous différents, tu sais. Dans QS, les gens, on est très, très divers, il y a pas grand monde qui se ressemble, là. On est vraiment divers dans juste le caucus des députés. Puis je trouve ça extraordinaire, des gens que j'aurais pas, ou la gang avec qui j'ai fait la campagne, tu sais, c'est des gens avec qui j'aurais pas passé du temps dans ma job, nécessairement. C'est pas des artistes comme moi, ça serait pas devenu mes amis nécessairement, mais à travers la lutte, t'as plusieurs personnalités, donc regards, donc talents différents, qui se mettent ensemble dans un but commun. Puis, je recite encore Saint-Exupéry, quand il dit l'amour, c'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Ben là, on imagine un avenir qu'on commence à fabriquer. C'est très idéaliste, là, votre vision de ça, là. Sinon, je veux dire, c'est pas comme ça, la politique. C'est pas, vous allez réussir à entretenir ça dans les déchirements du caucus, dans les prises de position avec lesquelles vous êtes pas d'accord, dans la petite politique qui doit exister même à Québec solidaire, là, malgré, tu sais. Ben, ces choses-là font partie de la vie politique, mais si je suis idéaliste, c'est parce que je sais que d'autres mondes ont réussi ça avant moi, tu sais. Je reviens encore sur la Révolution tranquille, puis on peut parler de ce qui s'est passé ailleurs dans le monde il y a pas si longtemps, là. Même le printemps érable, ça a été extrêmement beau comme vécu pour beaucoup de monde, là. Puis formateur aussi, puis ce qu'on a vu Bernie Sanders aux États-Unis, des mouvements semblables en Europe. Cet idéal-là de juste créer des moments qui nous rassemblent et qui nous mettent tous ensemble à la création d'un monde qu'on trouve plus vivable. Juste ça se peut, ça arrive souvent, tu sais, dans l'histoire, puis c'est arrivé il y a pas si longtemps que ça au Québec, puis ça va arriver encore. On voit bien l'espèce de ras-le-bol, il y a du désir en ce moment dans la société québécoise pour quelque chose d'autre que ce qui nous est imposé. Ce désir-là, si on trouve le moyen puis on est en train, tu sais, si on trouve le moyen de l'allumer, puis je veux pas ne pas être idéaliste parce que ça voudrait dire à assumer qu'il y a rien de possible, mais on le voit qu'il y a des choses possibles ça fait pas si longtemps que ça, là, que les choses ont levé, puis... Pourquoi la tuque? Eh ben, c'est un élément de style bien répandu au Québec, là. Parce qu'on vous la reproche, là. Ben, ça dépend qui. Il y a beaucoup de monde qui sont comme full contents. Non, mais pourquoi?
Donc, elle est symbolique. C'est pas seulement parce que Elle est devenue symbolique. Elle est devenue symbolique. Mais moi, j'ai apporté une tuque au mois de septembre, là. Ben oui, on a hâte de la mettre parce que c'est un élément de style. On est comme, c'est une façon de se peigner. Tu sais, il y a bien d'autres mondes qui mettent des calottes, là. Pourquoi? C'est correct, là, un chapeau, c'est quoi le problème? Mais quand je l'ai mis parce que, je veux dire, tu sais, vous pouvez regarder les images de la salle ce soir-là. Il y avait le corps du monde qui avait une tuque, là. Il y a beaucoup d'artistes, de monde du communautaire, des gens qui vivent en ville. Alors, ça va être difficile de se soumettre au code de l'Assemblée nationale. Ben, il y a pas tellement de code vestimentaire pour les femmes. Pour les femmes, hein. C'est un des seuls trucs. Ouais. Votre premier projet de loi, ça va être quoi? Un des trucs que j'aimerais qu'il passe, c'est que, ben, tu sais, c'est sûr que là, on n'est pas au pouvoir, puis tu sais, c'est très limité ce qu'on peut faire. C'est très, 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 très rare qu'un projet de loi déposé par un parti qui n'est pas au pouvoir passe. Quoique Françoise David a réussi à le faire. Mais ça serait le logement pour les aînés qu'on puisse garantir qu'il y ait des fonds pour des OSBL qui viennent de la base, donc des aînés qui s'organisent ensemble, puissent proposer des projets intelligents ou innovateurs pour dire on veut des logements sociaux, donc à bas coût, qui répondent à nos besoins. Il pourrait y avoir un professionnel, par exemple, qui, je sais pas, en santé, qui vit là aussi et dont le travail est de faire sa tournée auprès des habitants qui sont là. Puis plutôt que de voir toujours on a deux choix, on les envoie en CHSLD ou en centre d'hébergement privé, qui sont deux choses qui font énormément peur aux gens en perte d'autonomie. Fait que l'idée, c'est de dire, ben, vous pouvez vous organiser, nous dire vos besoins, puis nous, on va vous garantir qu'il va y avoir des logements sociaux pour vous autres. Merci beaucoup. Merci. À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuelle Latraverse. Au montage, Anne-Sophie Carpentier. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Et c'est une production Cube Radio.